Bienvenue dans le débrief, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e sommet de l'Union africaine, Union européenne, qui se déroule les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan. Cette année, les dirigeants africains et européens se pencheront sur l'avenir des relations entre les deux continents et mettront l'accent sur l'investissement de la jeunesse. Si j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau du débrief aujourd'hui M. Mbagnick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal et président du groupe Promo Consulting. Merci M. Diop. Bonjour Madame Aminata Thiam, c'est un réel plaisir d'être là à vos côtés pour justement vous accompagner dans cette émission. Un plaisir largement partagé. Je rappelle que vous êtes également membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Avec lui aussi, nous partageons le plateau aussi avec M. Ibrahima Ndao, expert, plutôt spécialiste en relations internationales. Merci M. Ndao. Bonjour Madame Thiam, je suis plutôt spécialiste en coopération internationale. La nuance est de taille. Je vous remercie pour l'invitation et je salue mon vis-à-vis, M. Diop. Voilà, la première question va vous aller par ailleurs directement. 2017 est une année décisive pour les relations entre l'Afrique et l'Europe puisque la stratégie conjointe des deux continents a été adoptée il y a 10 ans. Quels sont les progrès réalisés en 17 ans de partenariat selon vous? Bon, je vous remercie d'abord. Je pense que les relations entre l'Union européenne et l'Afrique sont des relations qui datent de plus de 40 ans. Si je me rappelle bien, depuis les accords de Lomé, Lomé 1, Lomé 2, jusqu'à Cotonou, ainsi de suite. Et en 2000 Cotonou, et à partir de 2007, comme vous l'avez rappelé, il y a eu la stratégie conjointe Union européenne-Afrique, qui avait fait quand même un bilan d'étape du partenariat entre l'Europe et l'Afrique et qui avait aussi mis en place des jalons basés sur les principes d'équité, principes de renforcement de l'Union européenne, l'interdépendance entre le continent africain et l'Europe, mais aussi les autres principes concernant les droits humains, le droit au développement, j'insiste bien, ça a été bien posé, et d'autres principes aussi en ce qui concerne la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. Il y a eu des avancées, il faut le reconnaître, sur pas mal d'aspects. Si vous prenez l'aspect de la bonne gouvernance, de l'état de droit, il y a eu quand même des avancées considérables. En ce qui concerne les transitions démocratiques. Aujourd'hui, en Afrique, de plus en plus, on a des transitions démocratiques pacifiques et qui respectent les principes démocratiques. Ça, c'est des avancées. Rares sont les îlots. Il en existe encore des pays où, quand même, il y a des ruptures constitutionnelles pour l'accession au pouvoir. Donc, ça, c'est des avancées. En ce qui concerne aussi les principes de bonne gouvernance, depuis le fameux discours de la boule, on était encore jeunes. François Mitterrand. Exactement. Il y a quand même des avancées dans certains pays qui sont notés avec des progrès considérables en matière de bonne gouvernance. En matière de paix et de sécurité, ça pose le problème de l'interdépendance très accrue entre l'Europe et l'Afrique, mais entre l'Afrique et les autres puissances. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux et des défis nouveaux qui se posent en matière de sécurité et de paix. Tout ceci pour arriver à quoi? À un développement mutuel. Le droit au développement, je l'ai dit, ça a été rappelé dans la stratégie conjointe. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Compte tenu des urgences, vous l'avez tantôt rappelé, il y a quand même l'immigration qui est une problématique qui se pose avec acuité, la mobilité des biens et des personnes entre l'Europe et l'Afrique, le chômage des jeunes. Quelles sont les politiques qui sont mises en place par les États africains pour prendre en charge de manière efficace et efficiente ces problématiques qui se posent, surtout à l'égard de cette couche très vulnérable
que constitue la jeunesse. Et sans vous couper, nous allons revenir sur les défis qui relient les deux continents. Mais avant, j'aimerais bien que le président revienne sur les relations qui lient les deux continents. Pour vous, sont-elles au beau fixe? Je pense qu'à l'origine du regain de l'intérêt des investissements, surtout européens en Afrique, se trouvent deux phénomènes macroéconomiques. Une croissance forte, qui de 3% dans les années 90 a plus que doublé aujourd'hui dans les années 2000, et surtout une croissance soutenue et durable. Depuis les années 90, la croissance en Afrique va dans le bon sens. Et je pense que les Européens ne sont pas des enfants de cœur. Et aujourd'hui, c'est à nos dirigeants, je l'ai dit il y a moins d'un mois dans une émission à Paris, peut-être j'avais tapé un peu trop fort en disant que quelquefois, ce n'est pas tous les dirigeants africains, sont un tout petit peu complexés par rapport à leur vis-à-vis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour l'Afrique de se dire qu'on doit exister. L'Afrique doit exister. L'Afrique ne doit pas être des enfants qu'on vient donner des bonbons, etc. Les Européens, comme les Américains, comme les Chinois, ils ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne viennent pas en Afrique comme ça parce qu'on est tout gentil, tout beau. Non, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent d'opportunités aujourd'hui. Non seulement c'est un continent jeune, mais c'est un continent pratiquement vierge. Parce qu'il faut qu'on arrête de voir l'Afrique comme un pays. L'Afrique, c'est un continent avec 54 pays. Et aujourd'hui, des 54 pays, il n'y a que 2 pays qui arrivent à se financer d'eux-mêmes. C'est l'Afrique du Sud et le Maroc. Tout le reste ont besoin de financement extérieur. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Et ce sommet est une opportunité, un prétexte, je pense, pour nos dirigeants, de revoir tous les accords passés et surtout les accords bilatéraux. C'est ça qui pose problème. Parce qu'on n'a pas une vision globale de nos chefs d'État. Chacun essaye de jouer dans son camp. Et si vous regardez l'Union européenne, même s'il y a des divergences d'approche et tout, mais ils parlent du même langage, ils regardent dans la même direction. Et je pense qu'il est l'heure pour nous, et surtout pour nos dirigeants africains, de s'affirmer et de se dire que c'est eux qui portent aujourd'hui l'espoir, et surtout l'espoir de centaines de millions de jeunes africains. Et cela nous amène à poser la question de savoir quels sont les défis. Bon, Ibrahima Ndao l'a évoqué tout à l'heure. Les deux continents font face à beaucoup de défis. D'un côté, on assiste à une réunification du continent africain avec l'adhésion récente du Maroc à l'Union africaine. Le Maroc vient de réintégrer l'Union africaine plus tôt. Et d'autre part, on a l'Union européenne qui fait face au Brexit. Ne pensez-vous pas que cela constitue un problème dès le départ? Pour l'Europe ou pour l'Afrique? Pour l'Europe. Pour l'Europe. Non, je pense que le problème du Brexit a été très bien géré par les Européens. Aujourd'hui, je pense que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne a beaucoup plus de regrets en sortant de l'Union européenne que l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a réussi à mettre des garde-fous et les négociations ont démarré il n'y a pas longtemps. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne impacte sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si vous regardez bien l'évolution aujourd'hui, depuis l'arrivée de Macron à la tête de la République française, il a pratiquement incarné aujourd'hui, il incarne le leadership européen. Il a eu la chance, Merkel est un peu en faiblesse par rapport aux dernières élections, elle ne réussit pas à former un gouvernement. Et Macron a eu le courage de mettre pratiquement sur la touche tous les pays, les anciens pays de l'Est, qui freinaient un peu, qui faisaient en sorte que l'Union européenne ne tournait pas comme il faut. Il a dit, mais maintenant c'est comme ça, vous voulez aller avec nous ou partez avec nous, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le moteur de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne, et d'une manière générale, l'Italie et 2-3 autres pays qui ont été à l'origine de la création de l'Union européenne. Donc peut-on dire que cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne pourra pas impacter sur les relations entre les deux continents? Ah non, non, je ne pense pas. C'est d'abord une affaire européenne, et pas une affaire européenne-africaine, même s'il est vrai que le continent africain a énormément de pays anglo-saxons. Et si vous regardez bien, l'économie de ces pays anglo-saxons dans le continent, ces économies-là sont les plus développées par rapport aux pays francophones. Mais la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le Brexit, n'impacte nullement sur les relations entre le continent africain et l'Union européenne.
Alors, Ibrahim Ndao, les deux continents font face à beaucoup de défis, dont l'aspect sécuritaire qui pose problème avec la menace terroriste. Oui, je pense que c'est un défi qui se pose avec beaucoup d'acuité et qui interpelle toutes les puissances mondiales. Parce qu'aujourd'hui, aucun État à lui seul ne peut faire face à ce défi. Et même les autres défis liés à la mondialisation. Ça veut dire quoi? On est dans une logique d'ensemble. On est dans une logique de bloc. Et il a dit tantôt, l'Union européenne, je rebondis sur la question, l'Union européenne ne s'est pas faite en un mois, en un an. Comme le disait l'ancien président français, Giscard d'Estaing, quand on l'interpellait, il disait l'Union européenne s'est faite dans le temps. C'est comme une tortue dragon qui avance lentement mais sûrement, tout en étant sûr que son objectif sera atteint. Aujourd'hui, l'Europe a réussi à créer ce bloc compact qui leur donne une capacité de négociation et qui leur donne aussi les capacités de pouvoir s'ajuster en interne. Et ça renvoie au Brexit. Effectivement, ils vont apporter les ajustements nécessaires pour pouvoir supporter les chocs liés à ce Brexit. Il y aura des impacts. Revenant sur les défis. Les défis sont des défis sécuritaires, mais qui sont en corrélation aussi avec les autres défis. Aujourd'hui, comme le disait le président Mbagnick, effectivement, l'Afrique est une terre d'opportunités, avec des potentialités énormes. Son poids démographique, qui n'est plus un poids, mais qui peut être ce qu'on appelle une sorte de dividende démographique, si on l'exploite à bon escient. Si on ne l'exploite pas, ça devient le revers, ça veut dire une bombe à retardement. En tout cas, la population, une population très jeune. L'Afrique, c'est les dernières réserves de ressources naturelles, minières, énergétiques, qui font l'objet de convoitises. L'Afrique, compte tenu de sa position géographique, quand même, est une position stratégique. Toutes ces potentialités réunies font qu'aujourd'hui, l'Afrique aussi, à l'instar de l'Union européenne, doit consolider ce bloc compact pour pouvoir négocier, pour pouvoir, sur le plan mondial, pouvoir porter la voix de l'Afrique, une voix unique. Parce que les inconvénients aujourd'hui de ce partenariat pour relever les multiples défis, il a un peu broché. L'Union européenne, en tant que bloc, négocie et défend ses intérêts. Ce ne sont pas des enfants de cœur, comme les Chinois, comme les Américains. L'Afrique, il y a plusieurs canevas de partenariat. L'Union européenne est en partenariat avec l'Afrique du Sud. L'Union européenne est en partenariat, le fameux processus de Barcelone, avec les pays méditerranéens. Ça, c'est la coopération de voisinage. Pour des questions stratégiques liées au positionnement du Maroc et d'autres pays méditerranéens. L'Union européenne est en partenariat avec les ACP, c'est encore beaucoup plus large. L'Union européenne est en partenariat aussi bilatéral avec certains pays. Donc ça pose quoi? Ça pose un problème de cohérence, de coordination de tous ces espaces de partenariat concernant l'Afrique. C'est vrai, il y a l'Union africaine, c'est une avancée. C'est une avancée considérable. Il y a la Commission de l'Union africaine qui est en travail continu avec la Commission de l'Union européenne. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que l'Afrique, à partir de ses potentialités, se dise que maintenant le monde c'est un monde ouvert, où c'est la logique des blocs, et chaque bloc défend ses intérêts de manière compacte. De manière séparée, les pays africains, les micro-États que nous sommes, on ne peut pas faire face à ces défis qui se posent. Le défi sécuritaire, vous l'avez dit aujourd'hui, le terrorisme, avec ses conséquences sur le plan social, la destruction du tissu social, et même l'endoctrinement de cette jeunesse désemparée, pour la plupart. C'est la couche la plus vulnérable. C'est la couche la plus vulnérable. Donc, cette couche-là, si nos États, de manière unie, en tant que bloc, ne prennent pas en charge cette couche-là, cette couche risque de tomber entre les mains de ces réseaux terroristes. Alors, mais il y a quand même des efforts, et on peut y revenir. Effectivement, il a dit,
l'Afrique, depuis une décennie, est dans une trajectoire de croissance soutenue, avec des processus de démocratisation réels. Donc ça, c'est des opportunités à saisir. Maintenant, il y a quelques ajustements à apporter pour pouvoir prendre de manière spécifique certaines préoccupations concernant surtout la jeunesse. Alors, M. Diop, que pensez-vous des propos de M. Ndawi? Il a dit tantôt que l'Afrique doit se prendre elle-même en charge. Il est temps. Oui, je pense que je l'ai dit avec mes mots à moi. Et il a parfaitement raison, je suis en phase avec lui. L'Afrique, je le dis, que nos chefs d'État doivent s'affirmer davantage, protéger les intérêts de leurs pays respectifs et avancer en bloc. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est globalisé. Nous avons la chance de chaque année de parcourir le monde de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, nous percevons aujourd'hui le monde autrement. Et l'Afrique a toujours tendance, je ne dis pas à tendre la main, mais à attendre beaucoup trop de nos partenaires. Par exemple, moi je salue le programme PUDC du président Macky Sall, qui est aujourd'hui un des rares ou bien le seul programme initié par un État et financé par un État sans l'apport des bailleurs. Et c'est ça qui devrait être la règle, pas l'exception. Et donc ça, justement, c'est de prendre en charge. Hein, et je pense que maintenant, ça inspire d'autres pays qui sont en train de le faire. Plusieurs pays africains sont venus voir quels ont été les mécanismes mis en place pour qu'aujourd'hui l'État du Sénégal puisse s'autofinancer. Et je pense qu'il est important que nos dirigeants soient indépendants dans la tête et dans l'action, pas seulement dans la parole. Et ça, on en a besoin. Aujourd'hui, les cadres africains ont fait les mêmes écoles que les cadres européens. On a des hauts cadres, on a des techniciens, des ingénieurs, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est la volonté politique. Et c'est là où le bas blesse, c'est la volonté politique qui reste. Il a dit tantôt Michel Nau. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un bloc, même s'il y a des divergences entre elles, mais c'est un bloc. Alors que l'Afrique, on a réussi à les diviser. Il y a beaucoup d'accords bilatéraux qui ont été signés. Il a dit l'accord de Barcelone avec les pays du Maghreb, avec l'Afrique du Sud. La France elle-même a pris l'initiative avec les pays francophones de créer ce qu'on appelle le sommet France-Afrique qui dure depuis plus d'une trentaine d'années. Et ça, c'est isoler les lusophones, les anglo-saxons. Eux aussi, ils vont faire la même chose avec la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc, il y a beaucoup à dire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour l'Afrique de réfléchir et puis d'agir en bonne intelligence. Regardez Macron, sa délégation. Parce que moi, j'étais à Paris il y a 2-3 jours. La délégation qui accompagne Macron, il n'y a pas les grands patrons. Vous savez ce qu'il a fait? Il a amené des start-up, c'est-à-dire des jeunes de 25 ans, 24 ans, 26 ans, qui viennent de créer leurs entreprises, pour les amener en Afrique, pour dire qu'il y a des opportunités en Afrique d'investir. Alors qu'ils sont jeunes, ils ont 24 ans, 25 ans, il n'a pas amené les grands patrons du CAC 40. Il n'y a pas un seul patron du CAC 40 dans son avion. Il a amené que des jeunes. Mais c'est ça qui devrait inspirer aussi nos chefs d'État aujourd'hui. Les jeunes qui prennent l'initiative, qui prennent des risques de créer leurs entreprises, etc. Promouvoir les jeunes talents. Promouvoir les jeunes talents. Et regarde, c'est une ouverture d'aller dans un sommet tel et d'amener une cinquantaine de jeunes qui viennent de créer leur boîte pour leur dire, regardez, en Afrique, vous êtes dans les télécoms, il y a des opportunités. Vous êtes dans les fibres optiques, il y a des opportunités. Vous êtes dans ceci, dans le coton, il y a des opportunités, etc., etc. Donc, c'est une façon de booster leur économie. Et comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, ce ne sont pas des enfants de cœur. Tout est calculé, mais ils travaillent pour leur pays et pour leur continent. Et ça devrait être la règle ici aussi en Afrique, que nos chefs d'État prennent conscience que s'ils sont nommés à la tête des États, c'est pour qu'ils essayent d'apporter une valeur ajoutée et surtout d'améliorer le quotidien des populations. Ça, c'est important. Voilà. Avant d'aller chez M. Nda, j'aimerais bien qu'on revienne sur les investissements en Afrique, particulièrement ici au Sénégal. Déjà, 32 milliards d'euros ont été investis en Afrique, en 2015, par des entreprises de l'Union européenne. Vous, en tant que patronat, en tant que président d'un mouvement patronal ici au Sénégal, sentez-vous le poids de ces investissements-là dans le secteur privé national? Bon, ça, on en discute tout le temps. Vous avez vu le dernier CPI, le patronat a interpellé le président de la République. Moi, j'étais absent, mais le ministre était fortement représenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les IDE, c'est les investissements directs étrangers. C'est très bien pour un pays, mais ce qui se passe aujourd'hui, surtout par rapport aux Chinois, la règle dans les autres pays, c'est d'imposer à l'investisseur étranger
de travailler avec les entreprises locales. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les grosses boîtes, les multinationales viennent investir, mais elles-mêmes créent des petites boîtes, des PME, PMI pour sous-traiter les tâches que devraient faire les entreprises locales. Du coup, les entreprises locales ne voient rien du tout. Nous, on essaie des fois de travailler en consortium. Lorsqu'il y a un gros marché, moi, je ne peux pas y aller. Je vais voir Ibrahim Dao, je vais voir Amit Thiam. On se met en groupe pour pouvoir compétir. Mais des fois, c'est même les appels d'offres qui sont ciblés. Lorsqu'on dit que bon, il faut que l'entreprise ait construit 100 km les 2 dernières années, on n'a pas construit 100 km les 2 dernières années. De facto, vous êtes exclu de l'appel d'offres. Donc, n'est-ce pas une sous-estimation de l'expertise locale? Oui, pas une sous-estimation. Je pense que nos chefs d'État ont le réflexe toujours de travailler avec les multinationales qui ont des grands noms, Bouygues, Eiffage, etc. Ils se disent que, bon, est-ce que l'expertise est là? Mais l'expertise est là. Mais le privé a besoin d'être soutenu par l'État. Moi, je ne suis pas... et les MEDES, pareil, on n'est pas demandeur pour dire tout le temps de crier, de pleurer, l'État doit, si la commande publique. Non. Un homme d'affaires, un chef d'entreprise doit pouvoir aller chercher le business à l'extérieur. C'est même le discours du Premier ministre. Lorsqu'il nous a reçus il y a quelques jours, nous avons élaboré un livre blanc pour recenser, lister toutes les préoccupations du secteur privé. Et dans son discours, il nous a dit que il n'aime pas trop que le secteur privé est là, dit la commande publique. Il a raison, d'une part. Mais cependant, les grandes puissances, ce qu'ils font, j'ai parlé tout à l'heure de Macron qui a amené avec lui des start-upers, mais en réalité, chaque fois qu'il voyage, il amène une centaine de grands patrons avec lui. Le Maroc est là. Le roi Mohamed VI ne bouge pas sans son secteur privé. Donc, le secteur privé a besoin de se sentir soutenu. Pas en donnant de l'argent, etc. Mais le secteur privé a besoin de se sentir soutenu par nos États. Et ça, c'est important. Parce que ce n'est pas l'État qui crée des richesses, qui crée l'emploi. Ça, il faut se le mettre dans la tête une fois pour toutes. Ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'emploi, qui contribuent à la croissance d'un pays. Ce n'est pas l'État. L'État, ce qu'on leur demande, c'est de mettre en place un environnement propice à l'investissement, un environnement stable, où les investisseurs viennent. On a besoin des investisseurs étrangers. Mais quand même, il faudrait que les locaux puissent aussi faire tourner la machine parce que cet argent-là reste dans le pays. Je le dis tantôt, je le dis tout le temps, les investissements étrangers, directs étrangers, mais lorsqu'ils font des plus-values, ils appuient sur un bouton, ça retourne chez eux. Donc la population locale n'en profite pas. Est-ce que lorsqu'on parle de croissance, est-ce que vous pensez que la femme ou la sœur d'Ibrahim, lorsqu'elle part au marché avec 5 000 francs et qu'on lui dit maintenant que la croissance, on est à 7, 8, est-ce que ça change quelque chose sur sa dépense? Non. Pour qu'on puisse le ressentir, il faut que lorsque vous partez au marché avec 5 000 francs et qu'on te parle de croissance, mais vous pouvez aller au marché avec 3 000 francs et avoir les mêmes produits. Voyez-vous, donc ça n'impacte pas sur la population. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail à faire, c'est ça. C'est que lorsqu'on parle de croissance inclusive, il faudrait que les populations, que ce soit sénégalaises, africaines, ressentent ce regain aujourd'hui d'intérêt déjà pour les investisseurs qui viennent et aussi pour les nationaux qui investissent, qui créent de l'emploi. Voilà, Ibrahim Dao, que pensez-vous des propos du président Mbagnick? Il a dit lui-même, c'est à l'État de promouvoir son secteur privé. Oui, je pense qu'un État, d'abord, c'est un État protecteur, mais un État régulateur, qui régule. Je pense que dans nos pays, bon, on peut prendre le cas du Sénégal, hein, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour améliorer l'environnement des affaires. Je pense que c'est un des premiers critères pour renforcer l'attractivité d'un pays en matière de business. Et je pense à ce niveau, il y a quand même des efforts. Il y a aussi des mécanismes qui ont été mis en place par l'État pour permettre aux populations, aux jeunes et moins jeunes, de pouvoir accéder aux opportunités. Parmi ces, il y a des mécanismes de financement, le fonds JIP, le fonds 6 et les autres mécanismes de financement pour booster l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important. Un pays ne peut pas se développer sans un secteur privé fort, sans un secteur privé organisé, sans un secteur privé accompagné et encadré.
Je pense que c'est important. On peut prendre l'exemple du Maroc. Ils ont un secteur privé très puissant, très fort, qui est même dans une phase d'expansion pour aller conquérir d'autres marchés dans d'autres pays. C'est important. Le cadre y est. Parce que l'État a mis en place la loi de partenariat. Quand même, je pense qu'il donne un pourcentage de 20% sur les marchés, en tout cas au secteur privé. Mais il y a un problème d'organisation. Comme il l'a dit, ils sont obligés de se mettre en consortium pour pouvoir gagner certains marchés. Ça, c'est des freins. Ça, c'est des contraintes réelles. Il y a des opportunités, mais le secteur privé n'arrive pas encore à saisir ces opportunités qui existent. Pourquoi, selon vous? Bon, je pense que le dernier conseil sur l'investissement, je pense que lui, il était là-bas, les contraintes et les goulots d'étranglement sont bien identifiés. Parce que la plupart, à mon avis, la plupart des entrepreneurs, en tout cas, ne le font pas par vocation. La plupart, surtout du côté des jeunes, c'est mon point de vue, je peux me tromper. Ils le font par contrainte, par défaut, c'est le terme. Ils sont à la recherche d'emploi, ils sont touchés par le chômage, ils n'ont plus le choix, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils vont aller chercher une structure qui finance un projet de 5 millions, 10 millions. Ils vont aller déposer. Ils sont financés. Ils vont aller faire de l'aviculture ou bien d'autres activités génératrices de revenus. Mais sans expérience, sans encadrement. Le résultat des courses, ces financements-là vont se terminer sans résultat probant. Ça veut dire quoi? Il y a défaut de remboursement ou bien il y a faillite. C'est pourquoi, effectivement, il y a plusieurs entreprises qui sont créées dans plusieurs secteurs, mais leur durée de vie est très courte. Et ça, ce sont les PME et PMI. Moi, je ne suis pas, c'est vous peut-être les spécialistes en matière dans le secteur privé, mais j'ai une lecture. Je dis, vous prenez les jeunes. La plupart, et je pense que le Premier ministre l'a dit la dernière fois, 40% de ces jeunes sont sans qualification. Et voilà, sur ce point, nous allons vous aborder déjà la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à la jeunesse. Nous allons remettre l'antenne et revenir dans un court instant dans la seconde partie pour parler de la jeunesse. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, le débrief sur Médian TV Afrique. Je vous le disais, le thème central du Forum Afrique UE cette année est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Bon, la question va aller directement au président du mouvement des entreprises du Sénégal, M. Mbagnick Diop. Quelle est la place de la jeunesse africaine dans ce partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine? Je pense que cette place, elle est centrale. Aujourd'hui, tout à l'heure, Michel Nao et moi-même, nous avons parlé donc de la jeunesse, politique de jeunesse, aujourd'hui l'immigration, la sécurité, le désœuvrement des jeunes, etc. Et si vous regardez bien l'Afrique, pratiquement la quasi-totalité des pays africains, la majorité de la population est jeune. Donc aujourd'hui, je pense que la préoccupation de nos dirigeants, c'est de voir et de réfléchir comment faire en sorte que les jeunes s'occupent et que les jeunes puissent s'épanouir. Je pense que ça, c'est la question fondamentale. Même pas en Afrique, même en Europe, ceux qui viennent aussi, ils vivent la même chose en Europe, quoi. Nous, on a la chance d'avoir des bureaux en Europe, donc on est toujours en Europe, mais c'est la problématique qui se pose. Peut-être ici, avec acuité, tout simplement, parce que nous sommes des pays, je ne dirais pas pauvres, mais des pays en voie de développement. C'est ça la différence. Là-bas, les chômeurs peuvent avoir des allocations, ils sont payés, ils sont ceci, ils sont cela, il y a Pôle emploi et tout. Et là, c'est beaucoup plus compliqué en Afrique parce que tu vois des jeunes qui sont super, ultra, méga diplômés, mais qui sont là chez eux à faire du thé, à attendre cette hypothétique offre d'emploi. Et je pense que nos chefs d'État responsables, leur préoccupation première, c'est l'insertion et surtout la formation des jeunes. Et je pense que c'est une idée essentielle du sommet
Union européenne, Union africaine. D'accord. Monsieur Ibrahim Manda, vous avez sûrement suivi l'actualité avec la question migratoire qui défraie beaucoup la chronique avec ces jeunes qui sont vendus en Libye. Comment gérer ces jeunes-là, justement, de retour dans leur pays sans rien? Bon, je pense que le thème qui a été choisi pour ce forum, investir dans la jeunesse pour un développement durable, le thème ne pouvait être plus actuel et plus pertinent, compte tenu de l'actualité prégnante concernant l'immigration clandestine et tout dernièrement l'esclavage de jeunes en Libye. Je pense que c'est important, effectivement, au-delà de ces logiques de bloc concernant les États africains, je pense qu'il faut davantage investir dans des politiques de jeunesse qui prennent en charge de manière très concrète les problématiques des jeunes. Et il y a eu des initiatives, prenons le cas du Sénégal, il a dit tantôt, le PUDC, ça résout quel problème? Ça résout d'abord le gap entre les villes et les campagnes et ça permet de fixer les jeunes sur leur terroir. C'est important parce que dans un village, moi je suis issu de la campagne, je sais de quoi je parle. Dans un village, si vous parvenez à faire parvenir l'électricité, il y a la route. Le jeune qui cultive sa tomate ou bien peut, à partir des pistes de production, acheminer sa marchandise et la commercialiser. Il y a l'accès à l'eau potable. Maintenant, il y a la télévision. Les jeunes sont branchés sur Internet. Ça veut dire quoi? La ville sera moins attrayante que la campagne. Parce que toutes les opportunités, en tout cas, une partie des opportunités que les jeunes voient en ville, ils voient que maintenant c'est disponible au niveau de la campagne. Ça, c'est le PUDC, donc je pense que c'est un programme très pertinent dans ce sens. Mais il faut davantage aussi investir dans l'agriculture. Je pense que l'Europe a développé d'abord, a mis l'accent sur le développement agricole, avant de faire la transition vers le développement industriel. En se basant sur quoi? Sur des industries en amont et en aval de l'agriculture. Aujourd'hui, rien que pour l'agriculture, combien de petites unités de machinerie, ainsi de suite, on peut créer pour accompagner l'agriculture. Et en aval, des unités de transformation des produits agricoles. Ça veut dire quoi? À partir de l'agriculture, vous garantissez une autosuffisance, en tout cas, le pays arrivera à se nourrir lui-même, mais il y aura même là des dividendes en matière d'industrialisation même. Parce que les surplus mais le Sénégal a un programme en ce sens, le programme des domaines agricoles avec la création des DAC. C'est important, c'est pourquoi j'insiste. Et tout récemment, je pense lors du vote du budget, le budget du secteur de l'agriculture a été revu à la hausse, jusqu'à 195 milliards. C'est important pour... L'opposition dit que c'est peu. C'est encore peu, mais c'est un effort. C'est encore peu, mais c'est un effort. Ça veut dire qu'il faut davantage augmenter les crédits alloués à ce secteur stratégique qui permettra de servir de locomotive au secteur secondaire, l'industrie, et au secteur tertiaire qui capte aujourd'hui le maximum de jeunes aujourd'hui, le secteur, surtout l'informel. Ça veut dire que si à partir des mécanismes de financement, si à partir des investissements, il l'a dit, concernant l'Union européenne, les investissements sont augmentés dans ces secteurs stratégiques, ça veut dire que ces milliers de jeunes, ces centaines de jeunes qui ont quitté leur village pour venir à Dakar et qui n'ont aucune qualification ni métier et qui se déversent dans le secteur informel. C'est le phénomène du déversement sectoriel. Ça veut dire qu'il faut renverser la tendance. Il faut inciter ces jeunes-là à retourner, à se fixer dans leur terroir et à gagner leur vie dignement. C'est possible. C'est pourquoi, en matière de politique de jeunes, je pense que c'est important de rappeler ces efforts qui sont faits par les États africains. Mais ces États aussi doivent demander à l'Union européenne de mieux orienter leur aide et les investissements dans ces secteurs stratégiques. Parce que tel n'était pas le cas depuis des décennies. Parce qu'on avait une aide, mais une aide conditionnée et une aide orientée. Juste pour clore... Je vais revenir sur cette aide par ailleurs. Où va cette aide justement? Bon, l'aide va dans les secteurs qui lui sont destinés, naturellement. Par exemple, je ne vous coupe pas, les jeunes se plaignent tout le temps, ils disent qu'ils ne voient pas cette aide de l'Union européenne. Non, c'est disponible. Je vous donne
un exemple, hein, juste pour un bref aperçu historique. Le fameux CAF, à l'époque, c'était la coopération à l'aide de la France. L'aide était beaucoup plus orientée vers les infrastructures ferroviaires, vers les infrastructures portières, peut-être des infrastructures hospitalières et tout ça. Mais rarement, cette aide-là a été orientée vers, pour booster l'agriculture, surtout concernant les cultures vivrières. Au contraire, c'était des cultures d'exportation et jusqu'à présent. Et ça handicape l'Afrique. Ça veut dire quoi? On a l'arachide, on a le coton, il y a le cacao, il y a les ressources minières qui sont exportées et non transformées sur place. Ça, c'est un problème. Mais l'aide, effectivement, est destinée au secteur et arrive à bon port, que ce soit au niveau du secteur de la jeunesse, que ce soit au niveau des autres secteurs. Mais ce qui nous manque le plus, à mon avis, je pense que le président l'a dit, c'est ce secteur privé. Comment faire pour que le jeune qui n'attend plus tout de l'État puisse s'affirmer et dire que moi, je peux prendre en charge mon destin en saisissant les opportunités. Vous voulez un financement, mais il faut d'abord avoir un projet viable dans un secteur qui a des opportunités, qui est un créneau porteur. Comme disent les... Vous montez votre projet ou bien vous faites monter votre projet par des spécialistes parce que les services existent, les mécanismes existent. L'État vous accompagne parce que l'État, son rôle, c'est ça, c'est de créer le cadre, c'est d'accompagner. Je pense que c'est dans ce sens que la nouvelle délégation à l'entrepreneuriat rapide vient d'être créée. Ça veut dire quoi? Il faut booster l'entrepreneuriat concernant cette couche jeune et femme. Pour qu'ils puissent mieux entreprendre. Exactement. Pour résumer, effectivement, il faut encore renforcer les investissements en direction de cette couche, la jeunesse, en termes d'entrepreneuriat, en termes de formation et d'apprentissage, parce que c'est important. Un jeune, si vous ne voulez plus cultiver, mais il faut avoir au moins un métier. Si vous n'avez pas de formation, il faut avoir un métier. Et l'État a aussi les mécanismes qui sont là et les services dédiés à cela. Troisièmement, concernant les investissements, il faut que le continent africain insiste pour que les investissements dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des mines et des télécommunications soient renforcés. Voilà, nous allons revenir sur ce point-là. Président Mbagnick Diop, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette initiative de votre mouvement des entreprises du Sénégal. Bon, chaque année, ici au Sénégal, vous organisez ce qu'on appelle le forum du premier emploi. Permettre à plusieurs jeunes d'avoir leur premier emploi, une opportunité qui ne s'offre pas toujours. Oui, nous l'avons initié il y a 17 ans. Nous allons à la 18e édition les 6 et 7 février dans 3 mois et l'atelier training le 9 janvier. Oui, le constat qui a été fait, c'est que moi, en tant que chef d'entreprise, je recevais tous les jours plusieurs dizaines de demandes d'emploi et ça m'intriguait. Et lorsque je regardais leur CV, c'était des bacs plus 4, plus 5, plus 6. Et la question que je me posais, c'était dans les années 2000, 99-2000. Mais pourquoi ces jeunes bien formés, diplômés, ne trouvaient pas de l'emploi? Et en creusant, je me suis dit, il n'y a pas une jonction. C'est-à-dire que ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes après leur formation, après leur diplôme. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, par les mérites, c'était difficile d'avoir un emploi. C'est là où m'est venu d'initier le concept du forum du premier emploi qui est important, le premier emploi. Voilà une initiative même saluée par l'État du Sénégal. Bon, avant de poursuivre là-dessus, j'aimerais bien qu'on suive l'entretien du Premier ministre du Sénégal sur ce forum. Assister cette jeunesse, notre jeunesse, qui en est la destinataire exclusive, la soutenir, la protéger et promouvoir son épanouissement relève d'une obligation autant de la part du gouvernement que de tout acteur économique. Car c'est à travers un emploi décent que l'être humain peut se prendre en charge, fonder une famille, l'entretenir et la nourrir, sans être assujetti à aucune autre personne. Alors, le Premier ministre du Sénégal qui se prononce sur le forum du premier emploi, une opportunité donnée à la jeunesse pour trouver ce qu'il cherche difficilement.
Oui, on a eu toujours le soutien de l'État. Hein. Le président Wade a présidé la première édition. Le président Macky, lorsqu'il était Premier ministre, il en a présidé 2 ou 3 au CESAC, etc. Tous les premiers ministres qui sont succédés ont présidé le forum. Le forum, c'est une action, c'est une initiative sociale. Parce que nous prenons en charge des jeunes, des milliers de jeunes que nous ne connaissons pas. Tout simplement, on a ce rôle d'interface entre ces jeunes diplômés et les chefs d'entreprise, les potentiels recruteurs. Le problème des jeunes, les jeunes diplômés, justement, c'était de pouvoir avoir accès à ces chefs d'entreprise pour les embaucher. Donc, d'où l'initiative du premier emploi. On sélectionne des milliers de jeunes et puis on fait des mailings donc aux entreprises pour leur demander leurs besoins en matière, en ressources humaines. Donc, ils nous donnent donc des postes qui sont pourvus et à notre niveau, nous organisons le matching entre les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise. Et à la fin de chaque forum, des centaines de jeunes décrochent le premier emploi. Parce que ce qui est important, c'est le premier emploi. Et le premier emploi, on ne l'oublie jamais. Vous savez, nous sommes dans des familles africaines où lorsque tu as un emploi, tu as 10 personnes derrière vous. Alors, donc, ces milliers de jeunes que nous avons aidés depuis bientôt 2 décennies. Nous le faisons au départ, peut-être la première édition, les gens n'avaient pas compris, pensaient qu'on faisait de la politique, on voulait récupérer les jeunes. 17 ans après, on fait d'un budget de 10 millions, on est passé à un budget de plus de 200 millions, parce qu'il faut préciser que le forum, il est gratuit. Nous prenons en charge ces milliers de jeunes qui viennent des 15 coins du Sénégal, le transport, l'hébergement, la restauration, la logistique, et pendant 2 jours, leur offrir l'opportunité de pouvoir s'asseoir et surtout de se vendre, parce qu'avant le forum, nous organisons, comme vous le savez, ce qu'on appelle un atelier training. Initier ces jeunes diplômés à rédiger un bon CV, une bonne lettre de motivation, comment gérer le stress, comment savoir se vendre, parce que c'est dire qu'on n'est pas commandeur, on est offreur de service, parce qu'on est diplômé, etc. Donc, on prépare le jeune psychologiquement à affronter le chef d'entreprise. Si Ibn Chenao est un grand chef d'entreprise qu'on voit dans les médias et tout, et vous êtes en face de lui, vous avez 99% de chances de perdre vos moyens. Donc, on prépare ces jeunes avant d'affronter les chefs d'entreprise. Et parmi cet accompagnement, c'est une manière d'investir dans la jeunesse, on peut le dire. Vous arrive-t-il parfois de financer des étudiants, de jeunes diplômés qui veulent entreprendre dans leur domaine de prédilection? Oui, sans aucune prétention, on a été les premiers à mettre en place le premier centre d'incubation au Sénégal. C'est nous, c'est la pépinière d'entreprise qui est à la Solida, qui pendant des années accueille des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont porteurs de projets ou bien qui viennent de créer leurs entreprises et qui n'ont pas les moyens d'aller louer des bureaux, de les équiper, etc. Nous mettons à leur disposition l'enseigne commerciale, l'adresse professionnelle, un secrétariat commun, un bureau pendant 2 ans pour leur permettre de s'asseoir, de s'affirmer, d'avoir des clients et de bouger. Nous avons lancé depuis 2003 la première mutuelle des PME-PMI et cette mutuelle, l'objectif, c'est de financer les femmes et surtout les jeunes. Donc, nous avons financé des centaines de jeunes qui aujourd'hui sont devenus de grands patrons. Nous avons trouvé du job à des jeunes qui sont devenus même des ministres, des magistrats, des ceci, cela. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de prix à cela. Moi, lorsque je voyage, je vais à Washington ou à Paris ou à Dubaï, je rencontre un Sénégalais qui me salue, qui me remercie, que je ne connais pas. Il me dit, je sais que vous ne me connaissez pas, mais moi, j'étais forumiste en 2001, j'étais forumiste en 2003. Maintenant, je suis le DG de ceci, je suis le président de cela. Mais ça fait plaisir parce que vous savez que vous avez contribué justement à la réussite de ce dernier. Et je pense que ça, c'est de faire du social, mais du social concret. Et ça, c'est important. L'État met énormément de milliards sur la politique de jeunesse. Mais le résultat est toujours pratiquement zéro, quoi. Parce que comme il dit, bon, un jeune... C'est le suivi en général qui pose problème. C'est le suivi, et puis le jeune n'est pas formé, on va lui donner un projet, il présente le projet, on le finance 5 millions, il n'y a pas de suivi, il va acheter... Donc, scooter, téléphone, ceci, cela, il va rester 2 millions, il va l'investir au bout de 6 mois, mais l'entreprise périclite. Il n'y a pas, sur 100 entreprises créées par les jeunes, il y a au minimum 20 à 25% d'entreprises qui survivent au bout de 3 ans. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cet encadrement, le projet n'est pas mûri, et puis donc je pense qu'il faut un suivi, une politique réelle d'emploi. Là, l'État a pris quand même conscience de cette problématique, et je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de fonds, de structures qui sont mis en place pour accompagner les jeunes, etc., etc.
Et nous, secteur privé, particulièrement les MEDES, nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Emploi. Parce que quand même, on a cette expertise-là. Il faut en profiter. Pendant bientôt 20 ans, on accompagne les jeunes. Moi-même, j'ai mis en place une fondation Emploi Jeune depuis 2001. La fondation accueille les jeunes demandeurs d'emploi. On les encadre, on les fait faire des formations et à la clé, on leur trouve de l'emploi et c'est gratuit. Parce que c'est ça qui est fondamental, c'est la gratuité de tous les services qui sont offerts par les MEDES pour les jeunes. Parce qu'on se dit que... C'est une manière pour le secteur privé d'appuyer la jeunesse du pays. Et d'appuyer la politique étatique, quoi. Parce que l'État, le Sénégal, c'est pour nous tous, c'est pas seulement pour l'État. Et je pense que si nous partons à la retraite, les jeunes que nous avons aidés il y a 20 ans, 30 ans vont prendre la relève, se dire que bon, tiens, bon, le troisième âge, au lieu de les laisser chez eux, on va créer des structures pour les seniors et nous mettre dedans. Je pense qu'il est important d'investir dans la jeunesse. Voilà, le Premier ministre l'a rappelé dans ses propos, il est toujours important d'accompagner la jeunesse, mais Ibrahim Mandao, ces derniers temps, on constate la tenue de plusieurs forums et de sommets de par le monde et en Afrique particulièrement. Toutefois, la jeunesse ne s'y sent pas. La matérialisation concrète de ces forums pose problème. Oui, espérons que ce prochain forum Union africaine, Union européenne ne sera pas un sommet de plus, mais un sommet de rupture. Rupture dans la mesure où, concernant cette couche-là, les études montrent que d'ici 2035, le nombre de jeunes africains qui entreront sur le marché du travail dépassera celui du reste du monde. Vous comprenez? Donc l'Afrique a une population très jeune et cette catégorie va augmenter d'ici les prochaines années. Donc déjà, la jeunesse représente plus ou moins un quart de la population. Exactement, de la population. Et ça va augmenter d'ici les prochaines années. Ça veut dire quoi? Ces jeunes-là ont des besoins pressants. Ces jeunes-là, on est dans un monde globalisé, ouvert. Ils sont attirés par les opportunités, par le mirage même d'une vie meilleure ailleurs. Ça veut dire que c'est des défis qui se posent. Maintenant, comment faire pour que ce prochain sommet Union européenne-Afrique puisse réellement prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse? Il y a eu quand même des engagements depuis les précédents sommets. Il faut un suivi rapproché des politiques de jeunesse au niveau de nos pays. Il l'a dit, je le rejoins. En ce qui concerne le Sénégal, la politique de jeunesse a mis en place des mécanismes quand même pour accompagner ces jeunes. Il y a des opportunités. Il y a des secteurs clés que l'État a ciblés pour prendre en charge la problématique du chômage. Parmi ces secteurs clés, c'est l'agriculture avec les DAC. Mais peut-être tout le monde ne peut pas être agriculteur ou paysan ou bien retourner à la terre. Mais au moins, c'est un secteur clé. Il faut investir sur l'agriculture. Il faut créer des opportunités au niveau des terroirs. Je pense que c'est important. Pour fixer les jeunes, il faut créer les opportunités au niveau de leur terroir. Et le PIDC, c'est un programme qui va dans ce sens. Et beaucoup de pays de la sous-région ont tendance même à venir au Sénégal pour copier ce projet-là. Exactement. Voilà. Et voilà, allez-y. Bon, l'autre aspect, c'est concernant les nouvelles technologies. Je pense que c'est des fenêtres d'opportunité réelles que les jeunes peuvent saisir. Parce qu'on on a une jeunesse qui est très connectée. Ça veut dire que ces opportunités, il faut faire en sorte que ces jeunes-là puissent les saisir. En quoi faisant un transfert de technologie de l'Europe vers l'Afrique. Il ne faut pas que, comme il l'a dit, rappelé tantôt, des grandes puissances qui arrivent, qui construisent une route ou bien une infrastructure, mais à côté, ces grandes puissances créent elles-mêmes leur petite et moyenne entreprise. Ça veut dire qu'il y a le cadre juridique, mais il faut que les États soient encore beaucoup plus exigeants pour qu'il y ait ce transfert de technologie, pour que le technicien, l'ingénieur, d'ici 10 ans, pourra assurer la maintenance des infrastructures et pouvoir, démultiplier ces compétences-là en faveur des autres jeunes. Je pense que c'est important. Investir dans les télécommunications, investir dans l'agriculture,
faire en sorte que le gap entre campagne et ville soit résorbé par des programmes innovants comme le PUDC. Voilà, un bon exemple surtout du Sénégal dans l'Afrique subsaharienne. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Le dernier mot, Président Mbagnick Diop. Vous remercier, vous féliciter Aminata pour cette émission et pour vos multiples initiatives. Vous êtes journaliste, mais aussi vous êtes une actrice sociale. Ça fait des années que je vous vois dans toutes les activités sociales et je pense que c'est important pour que des jeunes comme vous puissent prendre la relève et surtout être conscientes de vos responsabilités. Remercier mon vis-à-vis qui est très bien. Il refuse le terme d'expert, mais c'est vraiment un expert. En tout cas, bravo et félicitations. J'aime bien voir des jeunes cadres comme lui qui maîtrisent la géopolitique et surtout aussi la problématique de nos pays. En tout cas, souhaitons que ce sommet Union européenne, Union africaine, qu'on puisse voir des retombées immédiates pour le continent et singulièrement pour le Sénégal, que ce ne soit pas un sommet de plus ou qu'on dépasse plusieurs milliards. J'ai vu le budget, c'est énorme, le budget 10 milliards pour organiser ce sommet. Et bon, espérons que ce n'est pas 10 milliards perdus, quoi. Espérons que les préoccupations de la jeunesse seront prises en compte. Monsieur Ndao, le dernier mot? Oui, je vous remercie pour l'invitation, vraiment, et votre professionnalisme. Je pense que, comme il a dit tantôt, souhaitons que ce sommet ne sera pas un sommet de plus. Je profite aussi de l'occasion pour remercier mon vis-à-vis, le président Mbagnick Diop, pour ses multiples initiatives depuis des années pour accompagner l'État. Parce qu'il nous faut un secteur privé fort, un secteur privé attractif et qui peut aller vers la conquête d'autres marchés pour pouvoir tirer à partir du bas cette jeunesse-là. Je pense que c'est important et l'État y travaille en étroite collaboration avec le secteur privé, mais il va falloir qu'au niveau de l'Union européenne, que l'Afrique parle d'une seule voix et défendre ses intérêts stratégiques. C'est important. Pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, vous l'avez bien compris, c'était le débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.